Bonjour à tous. Le dimanche politique a démarré depuis 10h sur ETélé. Eh bien, nous enchaînons avec cette manche-là qui concerne le décryptage de la semaine où nous soulignons, décryptons, analysons avec Agapit Mafouri quand les grands faits politiques de la semaine. Il est déjà installé. Bonjour à vous. Bonjour Latifou, bonjour à tous les téléspectateurs, un bon dimanche à tous. Il faut le rappeler, vous êtes tout de même le consultant politique de notre chaîne ETélé et puis pas mal d'autres choses aussi comme le fait de souligner que vous êtes un expert en communication politique et développement, aussi un expert en management électoral, entre autres. Oui, entre autres, c'est vrai. On va pas parler de moi, il y a tellement l'actualité politique et dense, donc c'est mieux que nous rentrons en même temps dans cette actualité. Et puisque vous nous appelez à rentrer dans cette actualité-là, commençons par l'émission qui vous a précédé, celle où nous avons vu plancher passer Fred Huenou, lui, bien évidemment, qui a quand même donné un certain nombre d'éléments sur leur posture à eux, la posture de son parti. Alors, une appréciation globale d'abord de son intervention. Vous me permettrez d'avoir une pensée une fois de plus. J'espère que je ne vais pas fatiguer les téléspectateurs. Une pensée au prochain Albert Evouadjere, qui nous a quittés il y a quelques jours et dont une messe se tient aujourd'hui, une messe de Requiem, une messe. Et ce dimanche 10 aurait pu être une journée de commémoration, de grande fête. Quoique, ça le demeure. Mais ça aurait pu l'être en présence du disparu, puisque il aurait eu 90 ans. Il aurait eu 90 ans aujourd'hui. Et 90 ans, physique, et se porter comme il se portait, et pouvoir encore opiner sur certaines questions du monde, de l'actualité nationale, c'était pas donné à tout le monde. Voilà, mais Dieu en a décidé autrement. Il est sans doute parmi nous, sous une autre forme. C'est le lieu donc de lui rendre un hommage mérité personnel. Donc c'est pour ça que je demande que vous me permettez donc de faire cet hommage au grand homme de culture, au grand citoyen que fut Albert Evouadjere. Ceci dit, vous avez raison effectivement de lui rendre hommage parce qu'en s'effaçant, en partant, il nous permet à nous plus jeunes, pourquoi pas de nous concentrer sur son œuvre. Aussi. Non seulement de nous concentrer sur son œuvre, mais de reprendre le flambeau, parce que de toute façon, comme il aime si bien le dire, surgir, agir et disparaître. Je pense qu'il faut croire à la finitude. À la finitude, il faut pas. Je pense que nous sommes, et il le dit encore, tout se passe à titre précaire et irrévocable. Et ça, tout ça fait pas. C'est un peu ses pensées, ça. C'est ce type de réflexion qu'il a l'habitude de faire. Bon, rien n'est là à titre définitif. Tout est précaire. Et heureusement d'ailleurs, parce que on se fatiguerait de voir les mêmes personnes aux mêmes endroits pendant tout le temps. Et puisque l'élève doit tuer le maître et l'enfant le père, je pense que c'est bien que Albert Evouadjere passe de côté. Ça avait déjà commencé depuis quelques années, mais là, c'est clairement fait que le ciel soit clément, qu'il soit béni aux côtés du Saint-Père. Et que nous poursuivions, comme vous l'avez si bien dit, le chemin, et que nous-mêmes nous marquions notre temps, puisqu'on ne va pas passer notre temps à parler des autres. Il faudrait que nous préparions également notre départ pour que, à notre départ, d'autres puissent parler également de nous. C'est fait. Alors, nous allons passer à Fred Huenou. Il était là juste avant vous. Et justement, voilà ce qui prépare aussi le départ. Oui, Fred avec, écoute, j'ai fait un petit bout de chemin sur Boniaï. Je pense que je pense qu'il a fait une belle sortie. Il a fait une belle sortie parce que je pense qu'il a remis certaines choses à leur place. Pour les gens, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ont pu le suivre de manière utile. Utile, parce qu'il y en a qui suivent avec tellement de préjugés qu'ils n'arrivent pas à garder grand-chose. Parce qu'ils sont tellement déjà bloqués que dès qu'on ne dit pas ce qu'ils ont envie d'entendre, ils passent le temps à grincher, à vous injurier, à pester. Non, là n'est pas le problème. C'est ceux qui ont pu le suivre de manière utile doivent avoir compris beaucoup de choses. Vous savez, quand on est opposant, la question est de savoir on s'oppose à quoi. Je pense qu'il a été très clair en la matière. Et j'épouse entièrement sa position. On ne se pose pas à une personne.
On peut s'opposer à une personne, mais il faut le dire. Il faut le dire que clarifier la personne, sa tête ne me plaît pas, je m'oppose à lui. Hein? Mais est-ce qu'on s'oppose à un système? Moi, je fais partie de ce que je l'ai dit, répété plusieurs fois. Ce qui est mal, ce qui ne se passe pas, c'est le système qui était mauvais. Et qui est mauvais. Hein? J'ai dit la dernière fois que notre révision est une révision à minima. Moi, je suis de l'avis de fait. Si on demandait mon avis, c'est qu'il faut réécrire carrément notre constitution. Pour moi, la haute cour de justice n'a pas sa place. Elle ne doit plus continuer à rester là. Le CES devrait connaître une mutation, par exemple. Donc, je ne prends que ces deux. Je ne dis pas qu'il faut rayer le CES. Le CES est très important et très intéressant. Lui donner une autre. Mais le CES devrait avoir une autre mutation, connaître une mutation, par exemple. Peut-être regarder ça avec le médiateur de la République et voir peut-être donner un contenu au vice-président de la République, que le vice-président ait une fonction, pas une fonction exécutive brillante et de l'actualité qui puisse perturber le chef de l'État, mais un peu comme grand chancelier, un peu comme médiateur, président du CES. Donc, vous voyez, ce type de fonction. Donc, on n'a pas pu aller là. On n'a pas pu aller là parce que on est dans une psychose. Ceux qui ont écrit la Constitution en étaient tellement fiers qu'ils ne veulent plus qu'on touche à ça. Ils pensent qu'ils ont fait l'œuvre la meilleure du monde. Pire que Dieu, il a fait mieux que Dieu. C'est parce que l'homme qui était au jardin d'Éden a quand même subi des mutations. Nous ne sommes pas Adam et Ève, on n'a pas les mêmes fruits d'Adam et Ève. Non, mais eux, ils veulent que que leur constitution soit la moins touchée, que c'est la meilleure œuvre du monde entier. Mais non, c'est pas une merveille, notre constitution du monde. C'est classé par personne dans les merveilles du monde. Donc, c'est une œuvre perfectible. Encore que les merveilles se retouchent. C'est une œuvre perfectible. Les merveilles subissent des coups de fouet pour pouvoir dépoussiérer. C'est une œuvre perfectible. Et une constitution, c'est pour une époque. C'est pour répondre à des questions du moment. Et nous l'avons dit, la constitution de 1990 est une constitution à réaction. À réaction au système du PRPB qui a gouverné le pays pendant 10 ans. Pendant 20 ans, 19 ans. 19 ans. Donc, on y a inséré un certain nombre de dispositifs dans cette affaire de multipartisme intégral. Je me rappelle à la conférence nationale, le président Soglo faisait déjà l'apologie, défendait fortement le bipartisme à l'américain. Le bipartisme à l'américain. Il n'était pas trop, alors, on va dire, trop partant pour lui. Il voulait pas. Il a dit clairement que ça va déboucher sur... Et il avait raison, par ailleurs. Donc, le président Soglo défendait le bipartisme à l'américaine parce que il voyait venir le danger des partis claniques, des partis régionalistes. Et non, on dit non, la vitalité de la démocratie. Mais quelle démocratie vous faites quand c'est inspiré de l'argent? Mais la grande masse est laissée de côté. On retourne dans le système où seuls les compradors dont il a parlé, dont les gens qui arrivent à s'insérer dans le système, parfois par abus des autres, parfois par rouerie, pour appeler l'expression en champ, parfois donc. C'est eux qui arrivent par ruse. C'est eux qui arrivent à prendre le dessus. Et on dit non, rage ruse. C'est-à-dire la railler la ruse, et on prend ça, et on l'injurie. On dit, mais attends, mais c'est que... Mais 90, on a mis en place un système de rage et de ruse. Il n'y a que ça. En fait, c'est un système de ruse qu'on a mis en place. Quand cela le tienne, il fallait... Qui ne se dit pas. Il fallait régler la question de 90. Le PPB était en banqueroute total. La Constitution a été... Le 7-8 décembre 1989, la Constitution a été, la loi fondamentale du 6 août 1977, qui faisait lieu de Constitution de la République populaire du Bénin, elle a été anéantie et déchoclée. C'est-à-dire que enlevé, son socle a été totalement, lui a été enlevé. Le parti ne dirigeant plus l'État, l'idéologie massive n'étant plus l'idéologie de l'État, les institutions qui en découlaient n'avaient plus de raison d'être. Sauf le chef de l'État, qui naturellement, au-delà de tout, devait continuer à poursuivre la constitution par constitution. On avait besoin d'un chef d'État dans le cadre tout au moins de la République, de contexte républicain dans lequel nous étions, et qui n'a pas changé depuis 1959. Donc, quand c'était comme ça, la conférence nationale avait pour but, avait dit Kérékou, d'écrire la charte des partis politiques. Et c'est sur la base de la charte, la nouvelle charte de la République, voilà, la charte de la République. Et c'est sur la base de la charte de la République qu'on devrait écrire la nouvelle constitution. Voilà.
la mission qui s'est assignée dans son discours d'ouverture, parce qu'il n'y avait pas de décret. En 90, la conférence nationale n'avait pas été convoquée sur décret. Les membres du comité préparatoire, que le président Robert Dossou, avec le vice-président Elegbe et le colonel Pancras Blatier, ils n'avaient pas de décret. Donc, au moment où on ouvrait la conférence nationale, il n'y avait pas de décret, ni convoquant la conférence nationale, ni nommant les membres du comité préparatoire. Parce que il y avait une sorte on était dans une sorte d'informalité, de formel. Donc, il fallait s'en sortir. Il a dit, la charte des partis politiques, la charte de la République. De la République, la nouvelle charte de la République. Mais après, les gens sont allés dedans. Donc, c'est pour dire qu'en 89-90, c'était une période d'incertitude où l'État avait d'énormes problèmes. Alors, on a fait une constitution en réaction. Et après, on dit que c'est la meilleure du monde. C'est une merveille. C'est plus que l'œuvre divine. On ne doit pas toucher. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que il fallait écouter. Je pense que Fred, il a dit l'essentiel. Que, oui, le problème, le verre est dans le fruit. À partir du moment où on a maintenu, on a mis en place ce système-là, il était évident que nous continuons. Donc, après, dès qu'il y a élection, vous avez votre clan politique, il fallait continuer à avoir des prébendes pour pouvoir animer le clan. Le chef du parti, lui, il c'est son patrimoine, c'est lui qui met l'argent, il va chercher l'argent d'où personne ne sait. Alors, à partir du moment où il vient de parler dans une direction, vous dites que vous êtes opposant, vous quittez. Quand il vous envoie au gouvernement, vous changez de position. Vous ne défendez plus la ligne du parti. Vous dépendez à l'interne, au parti. Non, quand vous allez au gouvernement, vous êtes membre du gouvernement, donc vous ne pouvez plus défendre la ligne. Mais le parti a des idéaux. À partir du moment où le gouvernement s'éloigne des idéaux du parti, normalement vous devez abdiquer, donc vous démettre, ou alors rappeler les fondamentaux. Mais les gens dans le gouvernement, après ils quittent le parti et deviennent. Donc, aucune conviction, il n'y a rien. Et c'est à ça qu'on s'accroche pour dire la Constitution. Et puis vous savez comment ils étaient pris à leur propre piège. Je veux dire la Constitution. Mais quand l'Assemblée nationale a voté les lois des réformes, il y a un an, un peu plus d'un an, c'est quand même la Constitution. Tout à fait. C'est l'Assemblée nationale découle de cette Constitution. Mais pourquoi j'entends quelqu'un vous dire non, il faut retourner un éminent juriste qui plus est membre de la commission constitutionnelle qui a rédigé cette constitution-là, qui plus est ancien président de la Cour constitutionnelle, il faut retourner aux anciennes lois. Mais quand même, on a voté de nouvelles lois qui ont été votées régulièrement. Personne ne peut décider une seule faille, la moindre faille. Je les mets au défi encore plus d'un an aujourd'hui. Aucun universitaire, aucun praticien, aucun doctrinaire, personne ne peut sortir la moindre faille dans les votes des lois, des réformes, la charte des partis politiques et le code électoral. Alors donc, les lois sont votées. Les lois ont subi le contrôle de constitutionnalité. Les lois sont promulguées. On dit, et sans doute publiées. Et on dit, il faut retourner aux anciennes lois, parce que les nouvelles lois créent de problèmes. Mais dans quelle théorie de droit, dans quelle jurisprudence ça a été? On n'a pas dit ça. Donc, parce qu'on a été membre de la commission constitutionnelle, on peut se permettre ça là. Non, c'est pas possible. Donc, vous voyez les aberrations du système. Et on dit, il faut être opposant. Et on dit qu'il faut s'accrocher. Donc, cette constitution à laquelle on s'accroche là, on ne reconnaît pas les institutions régulièrement issues de la constitution. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on s'accroche à un papier, à un document, et on rejette, c'est du désordre. C'est du désordre. C'est un déni de logique. Le verre donc était dans le fruit. Du coup, le Fred a raison. Il a raison totalement en disant. Donc, quand vous regardez la posture du FCDB, vous voyez dans cette posture des gens qui disent le système là, il est mauvais. Nous, on n'est pas d'accord. C'est ce qu'il a expliqué. Nous, on n'est pas d'accord. Bien. Donc, Patrice Talon étant président de la République, il est porteur de ce système. Et on n'est pas d'accord avec eux. Donc, on s'oppose à cela. Nous sommes des opposants. On peut être clair sur à quoi il s'oppose. Il dit pas on s'oppose au programme de la rupture. Non, il dit on s'oppose au système en place. Bien, maintenant, comme le chef d'apporteur. Maintenant, il dit maintenant, Patrice Talon, en tant que président de la République, apporte des solutions à ce système que nous déplorons, que nous dénonçons, apporte des réponses qui se rapprochent, à défaut de retoucher entièrement le système, qui se rapproche. Il améliore le système. Il améliore, qui répond un peu aux valeurs que nous défendons.
Voilà pourquoi on est opposant, mais on est opposant Constructif. Voilà. Au moins, ça a le mérite d'être logique. Les gens qui viennent nous dire la logique. Quand ils disent, on dit on a vendu le Bénin, on dit la révision, une révision opportuniste. Mais après lui, je dis, quelqu'un n'a qu'à venir nous parler de test qui est opportuniste dans la révision. Et on parle de cette affaire de ratification des accords. Oui. Oui, mais quand même. Mais attends, vous pensez que le citoyen attend un accord ratifié. Quand vous élisez le président, il est le garant, le chef de l'État, le président de la République. Au Bénin, la constitution de 1990, là, il a fait du président de la République un monarque. Je l'ai toujours dit, je le redis. Ce n'est pas une ratification faite par le Parlement qui change la posture monarchique du président de la République. Non. La preuve, Patrice Talon est arrivé, il a voulu toucher à la constitution en 2017. Ils ont tous dit non. Sans raison. Sans raison. Ils ont dit non. Est-ce que vous savez que la plupart des éléments sont contenus dans l'actuelle révision? L'actuelle. Bien. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que sans réviser la Constitution, c'est là que les gens devraient être plus lucides, en comprenant que c'est lucide. Il faut aller chercher le mal en bas. En se focalisant sur Patrice Talon, ils ont oublié de regarder, sinon tout le monde devrait applaudir la révision de la Constitution. Même l'FCBE, les amis de l'FCBE, ce que j'appelle l'FCBE lucide, donc je comprends les postures, parce qu'il faut bien qu'ils essayent de se valoir également au niveau des leurs. C'est complexe à leur niveau, c'est vrai, mais moi je salue toujours le courage de ceux qui ont pu braver les injures et autres, et certains aléas pour se conformer. Donc je vais être un peu moins rude. Mais quand ils disent que bon voilà, c'est pas opportun, il n'y a pas un temps opportun pour réviser une constitution. Il y a un besoin. On doit le faire. En 2017, les gens ont dit non. Qu'est-ce que le chef d'État aurait pu faire, devrait faire, qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Le mandat unique. Voilà la seule chose qui, en 2017, devrait être radiée dans notre qui n'est plus réellement. Je dis réellement, c'est le mandat unique. Après, il y a le mot de désignation des membres de la Cour constitutionnelle, le mot de désignation des membres de la Sénat et de la HAC. Il y a ça. D'accord. D'accord. C'est dommage. Parce que si on avait révisé en 2017, la Cour qu'on a dit la Cour Djabouénou aurait été autrement constituée. Elle n'aurait pas été constituée de cette manière-là. Que les mêmes sont venus dénoncer, mais qui fait son petit bonhomme de chemin, qui modernise la Cour, qui dépoussière la Cour, qui rend la Cour meilleure, à mon avis, qui démocratique, en tout cas, qui démocratise, en tout cas, du point de vue de quelqu'un qui s'intéresse à la matière, qui observe, je dis, malgré tout, quand vous regardez cette Cour, elle dépoussière, elle fait un travail de fond qui est très intéressant et qu'à la fin du quinquennat, on aura le temps d'apprécier. C'est sans bruit que Djabouénou modernise et révolutionnarise la Cour constitutionnelle. Alors, la HAC aurait été constituée autrement. D'accord? Mais la HAC est là. En moins de 100 jours, vous avez vu déjà une différence. Au-delà de tout, c'est les hommes qui portent les institutions. Peut-être le propre d'Abodam Bourintessi n'était peut-être pas le propre de Prosper Moretti, mais le chef, les institutions sont à l'image de c'est comme la locomotive, c'est la tête. Vous regardez, aujourd'hui, moi j'ai vu, en moins de 100 jours, j'ai senti une HAC beaucoup plus proche des professionnels des médias. Nous travaillons dans une certaine, en tant que responsable d'organes de presse, on travaille dans des postures, mais déjà vous sentez l'institution de régulation plus proche. On vous demande à comprendre telle chose, on vous demande à comprendre telle, après j'avais fait le tour du pays, ça veut dire qu'ils veulent comprendre, prendre le destin de l'ordre. Quand vous regardez le CES, même chose. C'est pour dire quoi? Qu'en réalité, ces institutions-là sont dans leur posture et chacun joue son rôle. Mais donc, de 2017 à aujourd'hui, en refusant de faire la révision, les organes, les institutions sont en place. Mais alors, si on dit qu'elles sont mauvaises, on aurait dû contribuer à leur amélioration en 2017. Le débat aurait pu avoir lieu au moment, si on avait pris en considération et pas le premier vote, le test présidentiel, parce que le ministre Djabouénou était prêt à des concessions. Il était à l'époque ministre de la Justice, il portait le projet. Il était prêt à beaucoup de concessions.
notamment sur cette... Mais ils n'ont pas posé leur problème. Ils n'ont pas dit, on a dit non, la Constitution. Donc, le débat n'a même pas eu lieu. Le débat de fond n'a pas eu lieu parce qu'il fallait prendre en considération le projet. Donc, aujourd'hui, tout s'est passé. On a fait des réformes politiques. On est allé au dialogue. On a réglé un certain nombre de failles liées au texte de 2018. Et on est passé à la réforme constitutionnelle. Peut-être à minima, mais suffisant pour prendre en compte un certain nombre de délibérateurs de 2017, de 2018. Et donc, les échecs de 2017 et de 2018 sont pratiquement effacés. Et on a aujourd'hui un texte constitutionnel, en tout cas meilleur que celui de 90. Ce qui est logique. On est en 2019, ça fait 9 ans. Les réalités ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes. Et c'est ça que les pères fondateurs de la Constitution de 90 devraient comprendre. Et ceux qui vivent encore, c'est-à-dire Robert Dossou, Théodore Rollo, et Maurice Arrange, Glélé Perret, qui a un certain âge, mais qui vit quand même encore, donc, qui était président de la Commission. Donc, eux qui vivent encore, et ma liste n'est pas exhaustive, je sais qu'il y en a deux en compréhension. Donc, eux qui vivent devraient, c'est eux qui auraient dû être les porte-flambeaux de cette modernisation. Ils n'ont pas été absolument. Bon, donc, bref, aujourd'hui, le fait est là et tout ce qui va se passer comme critique, je pense que ça nous avançons. Parce que ce qu'eux n'ont pas vu en 1990, au regard de l'application de la Constitution, nous l'avons vu. Et quand on les a vus, il faut corriger. Tout à fait. L'application, les difficultés. On a emmuré. Je suis d'accord qu'on essaye de ne pas permettre aux gens d'amender, de casser à tout va. Passer, surtout pour que les soldats se maintiennent. Mais quand Baptiste est arrivé, il a demandé mandat unique. Il a même diminué. Il a du mandat unique. Alors donc lui, il diminuait. Si même dans l'absolu, il revenait en 2021, c'est pour un seul mandat. Ça veut dire qu'il aurait fait simplement les 10 ans. Mais c'est là que je n'ai pas compris le béninois. C'est là que... S'il était arrivé, si la révision de 97 avait eu lieu, de 2017 avait eu lieu, il aurait eu un seul. Normalement, son mandat finirait en 2021, comme le mandat actuel. Si dans l'absolu, il se portait candidat, mais il ne ferait qu'un seul mandat. Donc, ça ne changeait en fait rien. Il aurait eu fait 10 ans. Mais les autres auraient eu un mandat de 2 ans. Ou alors, même si c'était 7 ans ou 6 ans, il aurait eu 1 an ou 2 ans de plus. Mais on dit non, il ne doit pas. Ah non, ça va lui faire 12 ans. Et parce qu'on sous-sort, non sous-sort. Donc, quand un individu s'enferme dans sa chambre, il sort une idée, on met ça sur les réseaux sociaux, on dit à cause de ça, il faut bloquer. Aujourd'hui, si, avec le Parlement qu'on a, issu des élections, si Patrice Talon avait voulu manipuler, il avait tout, il a toutes les cartes en main. Il a toutes les cartes en main. S'il avait voulu vraiment. Le Parlement, c'est les deux blocs. S'il voulait vraiment. Ça veut dire qu'il faut saluer les députés aussi pour l'œuvre patriotique. Ils ne se sont pas comportés en Parlement et inféodés au pouvoir. Non, ils ont travaillé sur le texte. Le débat qu'on a, les interventions des députés, ils sont allés au fond. Au fond, toutes les questions à polémique, ils les ont posées là-bas. Ils ont su. Donc, ils ne sont pas des députés godillots, comme les gens pensaient, semblent les vouloir faire. Donc, c'est pour vous dire globalement que, honnêtement, c'est une avancée terrible que nous avons eue ce mois-ci, ces 2 dernières semaines, et que la promulgation de notre Constitution, en tout cas de la loi 2019-40, du 31 octobre ou du 1er novembre. Il faut qu'on voit. 1er novembre, je crois. Ok, donc 2019-40, du 1er novembre 2019, portant révision de la loi. Modification de la loi. La modification, importante modification de la loi 90-032 de 1990. Voilà, ça va y aller, c'est long, mais on va finir par. Parce qu'on dit la nouvelle constitution, non, c'est pas une nouvelle constitution, c'est la constitution de 90 révisée. C'est la première révision à la constitution de 1990. Quoique moi, je pense que avec ces nombreuses décisions, la Cour constitutionnelle a déjà révisé à plusieurs manières notre constitution. Les décisions DCC 06, 67, 11, 64 et 13.
199 et autres, là, je pense qu'il y a assez de décisions qui ont déjà rajouté des choses. Voilà, consensus à valeur constitutionnelle, option fondamentale, constituant dérivé et constituant originel. Je pense qu'il y a assez d'éléments qui ont été ajoutés au processus de révision au fil du temps et qui ont complété les articles 154, 155, 155 de la Constitution. Donc je peux vous dire que bon voilà, il n'y a pas de péri dans la demeure. On entame une nouvelle étape, hein, avec même sans retoucher à cette Constitution aujourd'hui. Je pense que les chemins sont balisés, hein, pour les 20-25 prochaines années. Voilà, on va y revenir à cette semaine de promulgation. Mais avant, tout ceci, vous l'avez dit parce que Fred Huinou est revenu en partie sur ça. Mais quand il y a un parti de l'opposition qui se réclame véritablement de l'opposition, qui comprend tout ça, qui se positionne aussi clairement, qui explique son positionnement, alors comment comprendre alors le reste de cette opposition-là? Ah oui, mais chacun s'oppose à ce à quoi il veut. Donc Fred a expliqué ce à quoi s'oppose le FCDB. Bon, voilà, encore que à l'interne, c'était pas aussi évident. Vous avez vu la dernière question entre le professeur Adio et lui-même, le ministre Adio et lui. Bon, voilà. Donc c'est la dynamique. C'est la dynamique. Les autres, bon, enfin, en réalité, le FCBE ont dit leur position. Bon, je me dis peut-être qu'il y a des positions de principe. Ils ont été clairs et bon, mais ils l'ont dit, à mon avis, avec assez d'élégance. Voilà. Donc, je connais un peu leurs difficultés, je comprends, parce que à partir du moment où ils sont dans une situation où on les traite de tous les noms, et ils se disent, faut pas qu'on porte aussi flanc à certaines critiques. Leur leader qui doit prendre la parole pour clarifier ne prend pas la parole. Il est encore dehors, il faut qu'il rentre. Et voilà, tout ça est un peu... Voilà, donc laissons le temps au temps. Et espérons que le président Boni Aïe, comme un des grands vainqueurs de ce qui se passe actuellement, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Yahi Boni voulait retoucher à notre constitution pour les raisons là, les mêmes raisons de modernisation du pays. Et il suffit d'écouter. Moi, je dis toujours, je renvoie toujours à deux documents parce que j'étais quand même là aussi. Je renvoie à deux documents sur Yahi. C'est son discours au stade de l'amitié le 29 janvier 2011, lorsqu'il déclarait sa candidature pour briguer le second mandat. Il a fait le diagnostic de la situation. C'est là qu'il parlait de la refondation de la République qui passe par la révision de la Constitution. Et vous allez voir, et tous ces éléments là sont dedans. Donc quand on me dit que c'est pas le moment, j'aurais dit mais c'est quand le moment? Le moment c'est 2011. Alors qu'en 2011, ça n'a pas marché, elle a dit, qu'en 2012, la tentative n'a pas marché, elle a dit qu'on ne peut plus jamais faire ça. Non, quand même, je pense que nous avons validé ces choses parce qu'on trouvait que c'était normal, c'était logique, c'était nécessaire, hein, pour qu'on puisse avancer. Au même moment, le deuxième document, c'est le projet de société, c'est quand le chef d'État prenait fonction au stade de l'amitié, son discours d'investiture le 6 avril 2011 également, il a répété, et il a parlé de son mandat qui est le dernier, mais il a parlé de la nécessité de réviser notre constitution. Donc alors, lorsque vous avez été dans cette posture, et aujourd'hui, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas là que toute révision devient opportuniste? Alors il faut qu'on puisse quitter cette posture-là. Alors, si on parle du peuple, on parle de soi. La question est là. Si on parle du peuple, on parle de soi. Si c'est de soi qu'on parle, bon, nous, c'est à titre précaire et irrévocable. On est insignifiant. Chacun de nous, individuellement, est lui-même, mais il est insignifiant face aux objectifs de la République. Parce que devant la République, devant les impératifs de la République, nous ne sommes pas grand-chose. On est un des maillons. On est important par nos suffrages. On est important par la tâche, par ce qu'on peut apporter à l'État. Mais après, on est insignifiant lorsque les décisions sont prises, parce qu'elles se prennent de manière impersonnelle pour la République et non pour un individu quelconque. Donc, vous voyez, je pense qu'on doit avoir ces postures, on doit avoir c'est des choses, des valeurs qu'on doit inculquer aux plus jeunes, à la génération qui monte, que la République est ce qui est au-dessus de nous, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait qu'on est ensemble, nous portons ça ensemble, nous portons ça en commun. Nous devons apprendre à servir la République et à nous mettre en parenthèse s'il le fallait.
Voilà. Donc, dans ceci dit, pour moi ceux qui disent qu'ils sont contre la révision, parce que ce n'est pas opportun, je trouve qu'il y a un problème sémantique et politique qu'il faut bien qu'on règle avec eux. Ceci dit, en même temps, peut-être déjà parler de cette classe politique-là, hein, depuis toujours, 90 à aujourd'hui, il y a quand même la classe politique de tous bords s'accapare à cette notion-là du peuple qui rend parfois flou le jeu finalement. Oui, le concept peuple est galvaudé ici et là parce que bon, on dit le peuple n'est pas d'accord. Mais si moi, pour régler cette question, je reste. Bon, il y a le langage, ce que nous disons de manière un peu accessible. Non, tout le temps. Il y a le langage oral. Il y a le langage oral. Il y a donc les vocables. D'habitude, on dit quand le peuple est noir, le peuple est d'accord. Écoutez, donc, de manière cohérente, si c'est le juriste qui parle, le peuple en question, c'est celui qui va aux urnes ou qui refuse d'aller aux urnes. Donc, le jour des élections, le peuple se manifeste. C'est le seul moment où il se manifeste. C'est le seul créneau que la République lui donne. Dans les réseaux sociaux, le peuple... Non, c'est des individus. C'est moi, c'est vous, c'est les autres, c'est la masse. La masse n'est pas le peuple. Parce que, pourquoi on dit pour voter, il faut être majeur? Et vous êtes sûr que ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont tous majeurs? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont leurs droits civiques? Ils ont les droits civiques. Est-ce que vous êtes tous sûrs qu'ils sont tous des Béninois? Donc il y a des conditions pour aller dans tous les pays du monde entier. Il y a des conditions. Donc cette grande masse qui s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est des citoyens, c'est des Béninois, c'est des non-Béninois, c'est des humains sans doute. Mais ils sont libres, ils réagissent en leur nom. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Bon, voilà. C'est une plateforme. C'est comme un tas d'ordures où chacun va jeter ce qu'il a envie. Mais bon, donc, c'est pas le peuple. Ils ne sauraient être le peuple. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils ne peuvent pas l'être. Donc, c'est pas que, bon, voilà, quand il y a quelques individus en roue libre qui déversent des injures, parfois, il faut les oublier. Ils sont insignifiants. Ils sont insignifiants parce que ce qui est excessif et insignifiant. Voilà. Donc, parfois, alors, quand ceux qui se font excessifs sur les réseaux sociaux, ils sont insignifiants, donc il faut passer à autre chose. Mais le peuple, lui, n'est pas insignifiant. Le peuple, lui, n'est pas insignifiant. Le peuple, c'est celui qui décide d'aller voter ou de ne pas aller voter, alors qu'il a le droit et que personne n'a empêché d'aller voter. Donc, le jour des scrutins, le peuple, c'est celui que vous voyez sortir, ou celui qui dit, moi, non, je préfère boire ma bière, je préfère aller à l'église, je préfère aller faire ma vente de charité, je préfère rendre visite à ma belle famille, et on va manger peut-être le péter, ou le moyo, ou le dacouin. Donc, voilà un peu ce peuple, le peuple. Il décide de ce qu'il a envie de faire. Donc, c'est vous, c'est moi. C'est l'ensemble. Et puis après, dès que les élections sont terminées, le peuple s'exprime par ses représentants élus. Et les institutions. Ses représentants élus. Et les institutions qui découlent. Donc, aujourd'hui, le peuple, il s'exprime dans le président Patrick Talon. Il s'exprime dans les députés à l'Assemblée nationale. Et il s'exprime dans les institutions découlant de la Constitution du 11 décembre 1990, révisée par la loi 2019-40. Donc, voilà le peuple. Toute autre posture du peuple est une imposture. Dans tout ça, il y a quand même ces porteurs de la voix du peuple silencieux, qui sont, on va dire, les acteurs de la société civile. Non, il n'y a pas de peuple silencieux. Le peuple n'est pas silencieux. On n'est pas dans une démocratie d'Athènes. La démocratie d'Athènes, c'est quand tout le monde est convoqué. Donc, il faut construire un grand stade je sais pas, de 11 millions d'habitants, encore qu'il faut élargir ça tous les 2 ans. Quand on est sûr que tout le monde est là, on commence. Voilà, on est sûr que tout le monde est là, vous comprenez. Donc, on n'est pas dans cette démocratie. Donc, du coup, il n'y a pas de peuple silencieux. Tous les peuples, tant qu'on leur donne le droit à la parole, je vous dis, allez voter ou ne pas aller voter est un droit. C'est un choix. Vous savez, regardez, tous ceux qui ont fait parler par exemple, du mode de taux, comment on appelle ça, de taux de participation aux élections. Beaucoup, comme les participants là, on l'a invoqué lors du débat politique. Du dialogue politique. Du dialogue politique. Pas du tout, personne n'a on a eu la chance de... Alors, personne n'a parlé quand il faut insérer dans les nouveaux textes, par exemple, il faut insérer un seuil de participation.
Ils ne les concernent pas, personne n'en a jamais fait un cas. Donc, parce que aller voter est un droit. Mais un droit, on peut renoncer librement à son droit. Soi-même, oui. Soi-même, oui, on peut renoncer à un droit. Donc, aller voter est un droit. Donc, refuser d'aller voter est un droit. C'est son droit également. Et la manifestation de sa liberté. C'est pas parce qu'on n'est pas allé voter qu'on va bloquer la liberté. Non. Ne pas aller voter veut dire, je laisse le choix à Latifou d'aller voter pour moi. Je laisse le choix à Marouf d'aller voter pour moi. Je laisse le choix à Karine d'aller voter. Je laisse le choix à chacun d'aller voter. Mais moi, je ne veux pas aller voter. Ça ne me plaît pas. Mais ça veut dire qu'en sous-entend que le chef qui sera issu du vote m'engage. Mon chef. Je ne peux pas dire je ne veux pas aller voter et le chef n'est pas mon chef. Là, je ne suis plus dans la République. Je ne suis plus citoyen. Dans la déduction de ce que vous dites, Agapit Maforika, c'est finalement que les seuls aujourd'hui à pouvoir dire j'agis au nom et pour le peuple, c'est Patrice Talon de les 83 députés. 3, les maires, les élus locaux, et ainsi de suite. C'est eux, et maintenant, le procureur de la République, le président du tribunal, naturellement. Il y a d'autres structures qui décident au nom du peuple béninois. Découlant bien évidemment de notre de la Constitution. Donc c'est pour ça que j'ai dit, quand on parle au nom du peuple, c'est les élus et toutes les institutions, les organes issus de la Constitution du 11 décembre 90 et aujourd'hui amendée par celle de la loi constitutionnelle du 1er novembre 2019. Donc, voilà là où le pays... Après, vous parlez de la société civile. Oui, c'est des corps constitués. C'est des corps constitués. ONG, société civile, je ne sais pas quoi, groupement, association de développement. C'est des corps constitués. Ils se regroupent librement et ils agissent librement. Ils posent les problèmes ils sont libres. C'est ça la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté d'aller devenir, la liberté. Donc, ils jouissent de cette liberté-là. Ils ne sont pas le peuple. Ils n'ont pas été mandatés. Ils n'ont aucune légitimité. Ils sont libres légalement d'exister, mais ils ne sont pas légitimés par un scrutin ou par une institution. Donc, voilà. C'est ça. Il faut comprendre le principe. Et dès qu'on l'a compris, il faut comprendre que les postures vont tomber. C'est parce que nous sommes dans un pays où nous adorons le fourre-tout, nous adorons le désordre et que bon voilà. Et à un moment donné, même comme je vous ai dit, même les corps confessionnels, certains se sont crus obligés de prendre au nom de prendre. Mais vous pensez que c'est normal, aux États-Unis, c'est possible? Non, ils parlent. Ils disent ce qu'ils pensent. Ils peuvent contribuer au débat. Ils contribuent au débat. Ils peuvent même faire des publications pour dire, nous, pas l'église, aucun prêtre, aucun évêque, aucun cardinal, aucun pasteur ne peut parler au nom de son congrégation. Pour dire, je parle au nom de qui l'a mandaté. Mais lui peut le dire au nom de ma foi, au nom de la personne que j'incarne. Je pense. Décline sa position. Certains préfèrent rester dans le flou pour agir, non? Pour créer la confusion. Donc, chacun doit dire. Sinon il usurpe de pouvoir. Le Saint-Père, le pape, peut prendre la parole. Il prend souvent même d'ailleurs la parole. Il prend la parole, parfois sur des phénomènes mondiaux, parce que c'est un chef d'État. Il se prononce sur beaucoup de situations. Il peut déléguer cette fonction à un cardinal. Il peut déléguer cette fonction à un nonce. Il peut déléguer cette fonction à une autorité religieuse locale. En disant, allez dire peut-être, allez porter telle nouvelle au chef de l'État. Mais l'Église catholique, officiellement, l'Église catholique est très respectueuse de la hiérarchie en fait. Maintenant après c'est donc quelques libertés qui ne sont pas normales. C'est pas les libertés individuelles, oui, chacun est libre de ça, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui usurpent qui utilisent trop leur fonction pour aller au-delà de la liberté individuelle. Heureusement que ça commence par s'être de moins en moins, ça s'affine actuellement et c'est en l'honneur de toutes ces confessions de l'Église catholique romaine que je connais beaucoup. Et ensuite des autres corps qui sont quand même assez disciplinés, corps confessionnels, qui permettent quand même au débat
au nom de leur liberté, au nom des valeurs qu'ils promeuvent, ils peuvent prendre la parole, mais après, ils ne parlent pas la parole au nom de la confession, parce que au sein de la confession, il y en a qui dénoncent, avec qui aussi épousent une autre position. Alors, lorsque le clergé ou les corps confessionnels prennent des positions politiques, ouais, qu'ils peuvent mettre à mal la foi d'un certain nombre de personnes. Tout à fait. Parce que c'est un peu hétéroclite en termes d'appartenance politique. Voilà, dans cette émission, Agapit Mafolika, nous allons parler quand même de cette situation qui concerne les Filao, la résidence privée de l'ancien chef de l'État, le regretté Mathieu Kérékou. Alors, on va y revenir, mais puisque nous avions commencé en parlant des lois, en parlant bien évidemment de la question de la Constitution et autres, nous allons y rester pour rappeler quand même que cette semaine a été la semaine de parachèvement de tous ces efforts-là, de tous ces débats-là, avec la promulgation de ces deux lois, la loi modificative de la Constitution et puis la loi bien évidemment qui concerne l'amnistie. C'est quand même une semaine où on va dire que la lumière est venue peut-être de la Marina. Oui, je pense qu'il y a longtemps que la lumière vient. Parce que depuis que le président Talon est en place. Depuis 2016 alors. Depuis que le président Talon est en place. Vous savez, Frère Renaud a dit quelque chose tout à l'heure que j'épouse également. Vous savez, il fait partie de ceux qui n'ont pas fait campagne pour le président Talon, comme moi d'ailleurs. Nous n'étions pas dans cette posture. On était dans une autre. Moi, j'ai produit beaucoup de littérature. Beaucoup de documents et plus un peu la vision du président Yahi dans la logique de moderniser notre pays. Et donc, on était tous désemparés. Bon, je me suis retrouvé à un moment donné dans la posture du ministre Paki. Puis après, voilà, ça s'est un peu embrouillé. Disons que, oui, le président Talon il s'y prend agréablement, il s'y prend pour quelqu'un qui n'a pas été ministre, préfet, directeur général. On ne peut pas comprendre comment il appréhende aussi facilement la problématique de la modernisation de l'État. Et ça, c'est à son actif. Ceux qui l'attaquent, c'est ceux qui sont déçus. C'est ceux qui attendaient quelque chose. Déçus de quoi? Déçus de ne pas avoir leur part. Pas déçus de la modernisation de l'État qu'ils attendaient. Non, déçus de la modernisation. Non. C'est les gens, soit ils étaient ensemble et ils estiment qu'ils confisquent le pouvoir. C'est-à-dire on est dans la même partie, il faut partager. Donc il faut partager, voilà toi ton secteur, toi voilà ton secteur. Voilà. Donc les gens qui n'ont pas trouvé leur secteur, qui se fâchent par exemple. Il y a eux, il y a les gens qui pensaient jouer un grand rôle dans le système qui ne jouent pas. Et puis il y a ceux qui, naturellement, pensent que c'est sans eux, rien ne peut se faire dans le pays. Et que bon, voilà, comme ils ne sont pas là. Voilà les catégories de ceux qui sont fâchés, en réalité. Sinon, en réalité, si vous n'entendiez rien, je vous jure que vous êtes agréablement surpris. Vous êtes agréablement surpris. Le président Talon fait un travail énorme. Un travail qu'on a pu faire sur 25 ans, 26 ans, 27 ans. Il le fait. On ne fait pas de milagre sans cacher les yeux. Donc je connais quelques rares qui peut-être sont de leur temps, qui ne comprennent rien de ce qui se passe aujourd'hui, qui pestent. Ils sont raisonnables. Il y en a qui sont de bonne foi. Et ils pestent de bonne foi. Par incompréhension et surtout peut-être, voilà. Par refus d'adopter les nouvelles dispositions. Parce que de toute façon, ils ont fini. Enfin, ils sont au soir de leur vie. D'accord? Et ils se disent de toute façon, nous on a fait. Voilà pourquoi il est en train de tout changer. Comme si on ne peut pas. Même si le président Maga ressuscitait, il ne peut plus demander qu'on fasse la politique comme il le faisait de 60 à 60. Qu'on maintienne les choses telles quelles. De 70 à 72. Je ne sais pas s'il acceptera de participer encore à un conseil présidentiel si Maga ressuscitait aujourd'hui. Si Aoumadé ressuscitait, je ne sais pas s'il accepterait de partager le pouvoir avec Apiti dans les conditions de 63, 64. Ou dans les conditions de 64, 65, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que, en fait, les choses changent. Et le président Talon est venu montrer la voie. Talon, même s'il fait 10 ans, il aurait été le président de la grande transition. Il aurait été ce qu'on n'a pas pu faire en 90. En 90, on s'est précipité pour aller aux élections en 91. Tout est passé, on a peur que Kérékou s'enlise. Retrouve une nouvelle vigueur au pouvoir. On avait peur. Tout le monde avait peur, il fallait lui arracher le pouvoir. Avant qu'il ne se rétablisse. Voilà. Donc, on n'a pas eu le temps d'asseoir la base.
On a pris les trucs, il fallait y aller. Et on fait quoi? Ah non, c'est la conférence nationale. Ah, c'est la conférence nationale. Ah, l'historique conférence nationale. Mais c'est quelle la conférence, c'est le mal de chantage. Quelle conférence nationale? La conférence nationale aujourd'hui a été légitimée, par exemple. Parce que cette constitution est renforcée. Je pense qu'il fallait ce type de rencontre. En 1998, Albert Thévoyer était ministre du Plan, il avait engagé la conférence économique nationale. Parce qu'il estimait que ça manquait. Ça a débouché sur beaucoup de décisions qui n'ont jamais été appliquées en réalité. Qui n'ont jamais. Moi, je connais Aboulobi Abdel Tchane, par exemple, quand il était à cette conférence économique nationale. À l'ouverture. Par exemple, il était encore à la BCAO. Donc, sous quel coup, il y a eu cette conférence économique nationale en 1998. Mais les décisions n'ont pas été, parce que quelques mois après qu'elle témoignait quitté le gouvernement, M. Bruno est arrivé. Parce que le socle n'a pas été. Il est passé à autre chose. M. Kérékou était dans la logique de revenir en 2001. Il a oublié, témoigner, et puis ils sont passés à autre chose. Et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que c'était des postures individuelles. Témoigner a quitté le gouvernement, il est parti avec toute sa politique de l'emploi, minimum social commun, une communauté de développement, CIPEN. Demandez encore à un cadre du président du plan, c'est quoi la CIPEN? Il ne peut pas le dire. On peut compter bien combien de personnes vous diront, c'est quoi la CIPEN? Vous ne me posez pas la question. La CIPEN, c'était la coordination des initiatives et projets d'emploi nouveaux. C'était créé sur la base, après la conférence économique nationale justement. C'était les nouvelles théories. Minimum social commun, unité communautaire de développement, coordination des initiatives et projets d'emploi nouveaux. Quand vous regardez, il y avait une cohérence. Il suffit simplement de prendre cette chose à l'époque, parce que ça découle un peu des formats des Nations Unies, les 5 principes fondamentaux. Quand vous regardez le minimum social commun, une autre déclinaison des 5 principes fondamentaux. Je pense qu'un jour, il plairait à Célestine Zanou de nous en parler. Elle était directrice de cabinet du procès de Voyageur à l'époque. Après, elle est passée à la présidente de la République. Donc, elle est bien placée aussi pour nous en parler un jour. Tout ça là, comment tout ça a été... Ou alors Céline Candissounon, Céline Seyon Candissounon, je pensais d'être fonctionnaire international aujourd'hui, ancienne ministre de la Santé, qui a pris le relais de Célestine Zanou au plan, à la tête de la direction de cabinet. Parce que c'est sous eux. Il y a le procès Jean-Pierre, qui est là, qui peut nous en parler également. Il y a un certain nombre de personnalités, Jérôme Aklamavor, qui a été le médiateur de la République, qui peut nous en parler aujourd'hui. Comment toutes ces choses ont été périclitées alors qu'on les avait adoptées. Donc, lorsqu'on pense aux postures personnelles, tu vois, je vais partir, Amousou est arrivé, Amousou est venu avec toute sa... Alors que le président Kérékou est toujours en place. Hein. Alors Amousou arrive, Amousou est venu avec toute sa pensée, toute sa théorie, toute sa manière de voir. Et bon, du jour au lendemain, on a dans le même quinquennat. Dans le même quinquennat, du jour au lendemain, les histoires de la conférence nationale, les conférences économiques nationales ont été poussées dehors, et puis ils sont passés à autre chose. Donc, finalement, ça répond à... Ça, c'est quel état, ça? C'est quelle logique, ça, là? Peut-être à ce que Fred soulignait quand il parlait de l'état d'un groupuscule, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas la faute des personnalités là. Comment voulez-vous en vouloir à Moussou si le système lui permettait de faire ça? C'est le système. Donc, il fallait s'attaquer au système. Et le peuple me le dit en 1972. Pour changer, il faut s'attaquer au système, à l'idéologie qui les porte, aux hommes, au système, à l'idéologie, à l'époque. Donc, vous ne pouvez pas changer quelque chose. Donc, aujourd'hui, le mérite de Patrice Talon, c'est qu'il est venu avec une vision claire, la rupture. D'abord, il parle du nouveau départ. C'est une autre manière de définir la rupture. La rupture, c'est la fin d'un système, d'une situation et le début d'une autre. Donc, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ, il lui a donné un contenu dès le départ de son quinquennat. Et il reste droit dans ses bottes. Vous regardez, il se laisse. L'agenda, c'est lui qui le tient. C'est pas les autres. Et ça, c'est une leçon de gouvernance. Moi, je vois la grande masse des réseaux sociaux qui constituent la jeunesse. Je suis parfois désemparé en me disant, est-ce qu'ils savent que c'est pour eux que le président Talon travaille? Nous, on est au carrefour. Bon, moi, c'est pour moi, dans 20 ans, si Dieu nous prête vie santé, on serait déjà à un niveau où, bon, voilà, on parlait de... Bon, on n'est plus... L'avenir n'est plus devant. Enfin, on ne regarde plus derrière, on décompte les semaines ou les mois dans un pays où l'espérance de vie est totalement réduite, par exemple.
Sinon, ailleurs, il faut d'abord 30 ans. Ouais, tu vois, il y a 90 ans, tout le monde dit que c'est beaucoup d'années. Quand vous avez 80 ans, on a l'impression que vous êtes trop vieux. Vous voyez, non? Donc, la cinquantaine, on se dit, bon, vous avez encore 20 ans maxi pour impacter un système. Mais il y en a ceux qui ont 20 ans cette année. Ceux qui ont 15 ans. Ceux qui ont 18 ans. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Mais c'est eux qui ont, mais c'est la grande masse des réseaux sociaux. J'enseigne dans les universités de journalisme, je regarde les jeunes amis en face en disant mais c'est pour vous. Mais prenez votre part du travail. Prenez votre part. Il n'y a pas d'être talent. Heureusement, vous regardez comment le premier talent joue. Quand je dis que c'est une grosse transition, dans les deux partis, BRUP, quand on dit que c'est parti, est-ce qu'il est membre de quel parti? Il est chef d'aucun. Alors qu'il a pu se mettre dans la tête d'un, donner l'autre à un autre. Et on ne le voit nulle part. Et les partis s'organisent aujourd'hui. Vous allez voir, dans 5 ans, ces partis seront en plein conflit. Parce que, oui, il fallait bien que l'initiative vienne de quelque part. Le premier talon a lancé les jalons. Mais ce n'est pas lui qui a créé les partis, ce n'est pas lui qui est membre des partis. Et vous allez voir, à l'interne, ça va être dur. Alors, tout de même, une question. Oui. Une question, tout de même. C'est vrai, la promulgation est venue, on en parle, on décrypte. Et puis, vous avez parlé de cette transformation-là au niveau du paysage politique avec les deux partis et bien d'autres qui naissent forts, on l'espère. Tout ça, finalement, est-ce que les gens n'ont parfois pas raison de dire que c'est un petit groupe quand même qui fait tout ça? Non, un petit groupe. Lorsque un député fait une proposition de loi, ce n'est pas un petit groupe. Le député, c'est au nom du peuple. La Constitution de 90 dit le député est le représentant de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Vous comprenez ça? Donc un seul député n'est pas un groupuscule. Il est le représentant de la nation. Le chef de l'État est l'élu de la nation. Le député est le représentant de la nation tout entière. Donc finalement, il ne saurait posséder un mandat impératif. Ça veut dire qu'il fait toute initiative qu'il prend, il le prend au nom du peuple. Mais c'est quoi le groupuscule? Le ministre n'est pas le représentant de la nation. Le ministre est quelqu'un nommé par l'élu de la nation qui a fixé son attribution, qui peut mettre fin à son mandat. Le ministre est responsable devant le chef de l'État. Pas plus. Pas plus. Le député est responsable devant la nation. Donc, la révision de la Constitution que nous venons d'acter est issue d'une proposition de loi. Patrice Talon, quand il est arrivé, il a tenté, il a fait un projet porté par le ministre Zobeno. Ça n'a pas prospéré et le chef d'État a tourné la page et depuis là, il n'a plus rien tenté. Après, il y a eu la tentative des anciens présidents de l'Assemblée nationale, Adrien Bédji, Idjikola Olé, Mathurin Nago, ça n'a pas porté. Et d'autres. Ça n'a pas prospéré. Et là, maintenant, c'est Augustin Mambouebla et d'autres. Donc, où est le groupuscule? Moi, je m'en tiens. On a dit que notre constitution est sacrée. Très bien. Moi, je m'en tiens au contenu. Ensuite, les projets ont été votés par 83%, pas les 100%. C'est quoi le groupuscule? Comme je dis, tant qu'on n'est pas dans une démocratie d'Athènes, il faut créer des agora. On ne peut qu'aller par rapport aux institutions existantes. Et ce fait que, au niveau du Parlement, les représentants du peuple ont adopté. C'est quoi le groupuscule? Donc, c'est pour vous dire que, en cohérence avec les lois de la République, les choses se passent normalement. Il n'y a pas de groupuscule pour moi. Les choses suivent leur ligne droite. Comme on n'a jamais eu. On est comme je vous l'ai dit, on est dans une phase transitoire où c'est pas que les gens sont. Vous allez voir ces députés-là, 83 qui ont voté pour là, ne sont pas totalement d'accord pour tout. J'ai parlé avec des députés qui m'ont dit ah non, bon, moi j'aurais aimé que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui finisse le mandat. Moi, c'est pas pour le vice-président de la. Il y a un qui dit moi, c'est pas pour. Mais pourquoi tu n'as pas voté contre? Ah non, je suis d'accord pour la majorité, la plupart du contenu, sauf cet aspect-là. Donc, ils ont compris la portée. Personne ne peut arrêter leur mandat. Au fait, on a dit non, c'est la Gaudier. Donc, comment ils ne pas Gaudier? Ils ont des députés en part entière. Puisque, même si le chef d'État se fâchait, par exemple, je prends l'extraordinaire, le chef d'État, un député de la majorité aujourd'hui, un député de BR, vote contre. Qu'est-ce qui va lui arriver? Le président de la République ne peut pas lui arracher son mandat. Donc, ils sont autonomes, ils sont libres.
Ils sont libres. Voilà, donc, pour moi, hein, nous sommes dans une grosse phase de transition avec Patrice Talon, qui, normalement, si on est lucide et on aime vraiment le pays, devrait lui permettre de continuer cette phase de transition pour terminer certainement les chantiers. Mais bon, ça, c'est un autre problème. C'est donc l'homme de la situation. Pour le moment, il est le seul. Il n'affiche aucune ambition personnelle. Je me déçu des ambitions personnelles. C'est un homme déjà accompli qui a pris le pouvoir. C'est un homme, contrairement peut-être à... Ici, c'est un homme accompli. Il n'avait pas, financièrement, il était dépendant de personne. Et tout le monde sait le rôle. Tout le contraire. Tout le contraire, voilà. Donc, ensuite, il surprend par sa maîtrise absolue des dossiers, par son flegme, par sa capacité à rester ferme lorsqu'il est question des affaires de l'État. Tout en ayant une boussole, c'est la Constitution. Maîtriser son agenda et avancer. Ça, c'est une qualité. C'est la qualité des hommes d'État. C'est la qualité des hommes d'État. Donc, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Demain, ceux qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord seront les premiers à profiter des réformes. Donc, nous, on le dit, on veut le dire aujourd'hui. On veut le dire aujourd'hui, qu'on nous donne hâte, qu'on peut injurier. Comme je dis, il y a quelques gens qui ont des problèmes avec l'éducation. On ne peut pas s'occuper d'eux. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils n'ont qu'à injurer autant qu'ils veulent. Mais demain, on va leur rappeler. Vous disiez ça tel jour. C'est vous qui en profitez. Parce que ces réformes sont pour ceux qui font de la politique leur cheminement. La classe politique, aujourd'hui, on peut croire une classe politique. L'histoire des parrainages, c'est pour la classe politique. C'est pour la classe politique. C'est pour donner de la valeur à cette classe-là. Voilà. Par exemple. Il y a une autre question, c'est celle de se demander qu'avec toute cette transition en cours, on est en train, on va dire, de quand même changer les choses, notamment réduire la force du groupe au profit de la force collective. Ah non, j'ai pas compris. Si aujourd'hui, on est sûr qu'on est en train d'aller vers une nation où le groupe ne va pas prévaloir, un groupe ne va pas prévaloir, comme ce fut hier le cas où la conférence, c'était, on va dire, les gens se préparaient. Ah non, non, ne faisons pas de confusion. Disons que la construction de la nation est une œuvre de longue haleine, de très longue haleine. Construire une nation est difficile. Parce que, vous savez, quand moi je me revendique de Porto-Novo, quand vous rentrez dans Porto-Novo, vous allez voir encore les Bétanous de Porto-Novo. Il y a les Bétanous, il y a les Wemenous, il y a les Torinous, il y a les Tofinous, il y a les... Donc, quand vous rentrez dans ça, vous vous perdez. C'est ça, la difficulté de créer une nation. Donc, même si on nous réunit à Porto-Novo, on dit, les gens vont voir les Porto-Novo autochtones, on va voir les autres, les périphériques, on va voir les étrangers, on va voir. Quand vous allez en Atengu, vous allez voir les mêmes choses. Construire une nation est difficile, est très difficile. Donc, mais la nation ne peut se construire que sur la base des lois claires, qui reconnaissent aux particularités leur liberté d'exister et également construire aussi l'ensemble. Il doit y avoir une sorte d'osmose entre les particularités et les ensembles. On ne peut pas noyer le particularité. C'est pas possible. Nous venons de quelque part. Nous avons nos cultures, nous avons nos valeurs, nous avons nos manières d'être. L'État ne peut pas faire disparaître ces choses tant qu'elles répondent, tant qu'elles s'insèrent dans le corps. C'est pour ça que je salue l'introduction de la question de la chefferie traditionnelle dans la Constitution. Pour moi, j'apprécie hautement l'introduction de cette chefferie, beaucoup plus que l'introduction de la pension, les membres de nos ancêtres qui est dans le serment et que beaucoup ont mis sur les réseaux sociaux qu'on leur a enlevé et qui n'a pas été touché du tout. Mais cette expression, pour moi, ne veut rien dire. Par contre, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle, pour moi, permet quand même de gérer un certain nombre de dynamiques sociales internes, en tout cas régionales, locales. Maintenant, il faut l'habiller, parce que les lois qui prévalent, c'est d'abord les lois de la République. Donc, ça, c'est un autre problème. C'est pour vous dire que, oui, l'État-nation, la nation va se constituer lorsque l'État va prendre les dispositions pour être un État fort. Pas un État qui écrase, mais un État qui encadre, un État qui soutient, qui régule, mais qui est toujours là quand on a besoin de lui. Et c'est ça qui se crée aujourd'hui. Aujourd'hui, l'administration, les gens sont conscients désormais maintenant que l'administration, ce n'est plus la vache à traire.
Hein, aujourd'hui, il y a de nouveaux, une nouvelle mentalité qui se crée. Il y a un nouveau disque qui se forme dans les têtes des gens. Aller au boulot en retard, et penser à des primes et des habitants. Beaucoup commencent à comprendre que ça change. Et nous, et vous et moi, je ne sais pas si nous sentons la même chose. Mais vous savez, lorsque ça quitte l'autre, ça va venir vers vous, vous sentez. Et quand vous en avez, vous pouvez descendre facilement vers d'autres. Aujourd'hui, depuis, tout se restreint parce que justement les poches de sorties frauduleuses ont été suffisamment maîtrisées. C'est ça un peu ce que je passe. C'est pour ça que je parle de grosse transition que je passe dans le pays. Une grosse transition sous Patrice Talon et le souhait est qu'il puisse avoir la main, la santé de continuer cette transition aussi longtemps que la loi le lui autorise pour pouvoir nous amener vers les changements attendus, quitte à passer la main à qui de droit qui aurait été mandaté, élu régulièrement, pour que nous puissions continuer le chemin noir. Comme je le dis, c'est une de longue galère, mais on en a besoin pour avancer. Alors, on revient au dossier des Filao. Ce dossier-là, quand même, charrié ici et là dans les réseaux sociaux, propriété, en un mot, propriété du feu Kérékou ou pas, projet ambitieux du gouvernement. De toutes les façons, les débats vont selon chacun. Un mot, juste avant qu'on ne finisse cette émission, par rapport à ce dossier-là. Non, écoutez, moi, j'ai trouvé ce débat indécent. Il est tellement indécent que je pense que la mémoire... Ceux qui pensent défendre Mathieu Kérékou sont ceux qui ternissent sa mémoire. Ceux qui pensent le défendre sont ceux qui ternissent sa mémoire. Mathieu Kérékou ne s'est jamais accroché à un bien matériel. En tout cas, pour peu que je l'ai connu. Je ne suis pas un proche de Mathieu Kérékou, mais j'ai beaucoup lu de Mathieu Kérékou. J'ai grandi sur la Révolution. J'ai fait l'école nouvelle, j'ai grandi sur la Révolution. J'ai connu Mathieu Kérékou, le révolutionnaire. J'ai vu la posture de Mathieu Kérékou. Quand on lui a coupé le téléphone, l'électricité et l'eau, sous le régime Kseoulo. C'est arrivé. C'est arrivé. On lui a coupé l'électricité. Là, sous le Filao. L'électricité, l'eau, le Parce téléphone. qu'on disait qu'il occupait illégalement un domaine de l'État. Le débat vient de loin. Parce qu'on disait qu'il occupait illégalement un domaine de l'État. Un domaine qu'il a occupé en 65. Donc, des dispositions avaient été prises pour le déloger, justement. Donc, c'est sous le président Soglo, 1996, que cette idée a germé. Et heureusement, le président Kérékou est revenu. Mais si le président Kérékou s'accrochait vraiment au bien matériel, qu'est-ce qu'il devait faire s'il était vous quand il est revenu? À son retour, voilà, pour ne plus subir après son pouvoir, prendre des dispositions, notamment. Parce que toutes les possibilités quand même qu'il ne l'interdisait pas. La Constitution a juste encadré la chose. Il ne l'a pas fait. Il a fait 10 ans au pouvoir. Il avait les pleins pouvoirs. Il vous a dit que notre Constitution crée un monarque. La loi a prévu les conditions. Pourquoi il ne l'a pas fait? Alors, ceux qui s'accrochent à ce débat, mais pourquoi il ne l'a pas fait? C'est vrai que ça paraît comme un élément nouveau. Non, mais attends. Ça paraît comme... Et puis, quand on a payé, où est-ce qu'on paye? Au trésor public. Et quand on a payé au trésor public, quelle est la preuve que vous l'avez payé quelque part? Un reçu. Qu'on nous manque ces dossiers, ces documents. Pour moi, rien que ces débats, je pense que c'est indécent parce qu'il n'y a que Mathieu Kérékou est un patrimoine national aujourd'hui. On a beau aimer ou ne pas aimer. Je dis toujours, quand j'évoque Mathieu Kérékou, je regarde toujours sur la Révolution. Il y a eu ceux qui ont eu leur vie torturée un peu à Segbana, auquel je pense toujours. Mais après, moi je dis, oui, c'est dommage. C'est dommage que ça ait pu avoir lieu. Mais pour moi, Mathieu Kérékou est un patrimoine national. Et on ne peut pas salir la mémoire d'un patrimoine national de cette manière-là. L'État incarné aujourd'hui par Patrice Talon dit, nous allons aménager et nous allons faire tel, de là, tel. Si la famille a des idées, peut-être qu'ils ont pu aller partager les idées avec le gouvernement. Voilà. Pour moi, ce débat est indécent. Il n'est pas le débat de Mathieu Kérékou.
de sa vie, il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait pas pipé. Je vois Mathieu Kérékou se mettre sur la place publique et publier, écrire, dire que tel domaine c'est lui, il a payé. Non, non, ce n'est pas l'homme du tout. C'est vrai que du tout. pas Mathieu Kérékou est un homme très pudique, très très pudique. Et cette question relève de il n'a jamais été dans cette posture. Et ça me fait très 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 mal que aussi proche de lui, ça vienne, d'aussi proche de lui, ces choses arrivent. Je pense que c'est ceux qui ont eu l'idée. Je pense que la meilleure chose qui peut expliquer, c'est pas une vieille résidence que peut pas Mathieu Kérékou bien acheter, qui va servir de maison privée ou bien à qui. Non, je pense que c'est le gouvernement qui a eu raison. À partir du moment où aucune preuve de l'achat. Et même s'il y avait achat, je pense qu'au nom à l'expropriation pour cause d'intérêt public, le gouvernement pourrait l'avoir. Mais aucune preuve n'étant faite. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, où nous parlons, c'est-à-dire dimanche 10 novembre 2019, rien n'a été approuvé, m'ont démontré que Mathieu Kérékou a acquis le domaine. Alors, comment se fait-il? Comme je vous l'ai dit, 2019, si même un achat a été fait il y a 10 ans, c'est-à-dire 2009, il y a 10 ans, on est quand même dans des moments où, même 20 ans, ça fait 2009, et ça fait 2001, ça fait 99, quand même, il y a des preuves, même un achat fait en 99, il doit y avoir des éléments de preuves. J'ai entendu 3 milliards, c'est pas donc. On nous ennuie avec ces débats-là. Moi, je trouve que Mathieu Kérékou est un patrimoine national et le gouvernement a très bien pensé. Je pense que faut qu'on avance. On va avancer et merci beaucoup pour la disponibilité aussi bien fournie de chaque dimanche. Merci à vous. Au plaisir, bien évidemment, et dans l'attente de vous retrouver aussi, on va dire, fourni dimanche prochain, amis téléspectateurs. Merci aussi pour votre fidélité. On n'a pas parlé de la sortie du chef de l'État. Tout à fait, sur France 24. Et bien évidemment. 3 conditions. On a l'occasion, comme vous l'avez dit, tout à fait. On a tout le temps parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État, pour moi, son mandat est un mandat de grande transition dans le pays. Je continue de le dire, c'est un mandat de grande transition. Et on a envie que cette transition, autant que la loi le lui permette, donc se poursuive encore les 5 années à venir, à la fin de son mandat. Il a mis les conditions, je retiens juste une parce que les deux autres ne peuvent pas ne pas se faire réaliser. C'est-à-dire la disponibilité. Je pense que c'est un homme qui s'est usé à la tâche, qui s'use au travail. Il bouge très peu, on ne le voit pas dans les médias, mais je pense au niveau de la réflexion, au niveau de la fermeté, au niveau de la gestion, je pense qu'il fait beaucoup de choses. Ça doit être lassant. Ça doit être lassant, cassant et lassant. Voilà, donc c'est de prier pour que sa disponibilité nous permette de continuer à cette longue transition qui permette de remettre beaucoup de pendules à l'heure, de remettre beaucoup de choses à leur place pour qu'en 2026, lors des élections générales, que le pays soit sur les rangs, que le pays compte, que le Béninois soit fier, pas en disant je suis Béninois, mais être fier en se levant tous les matins, je suis Béninois et je suis au Bénin. Je suis Béninois et je suis au Bénin, a dit que ce soit le cas. Donc je pense que c'est faisable, c'est jouable. Et voilà, on aura peut-être l'occasion de revenir en long et en large sur ce volet de retour éventuel aux affaires du président Talon. Il a mis 3. Tout à fait, 3 choses. Ça dépend de 3 choses. De 3 éléments. Il n'a pas dit conditions. 3 choses. La première chose, sa disponibilité. La deuxième chose, je pense, l'ambiance au niveau, l'atmosphère politique. Et puis, la troisième, l'État, si vous voulez, le niveau d'avancement des chantiers, des transformations donc, en cours. Pour moi, ça revient à sa disponibilité. Parce que tous les autres sont bien avancés. Non, il a 3 ans et demi de gestion de pouvoir. Je pense c'est tout simplement extraordinaire. Je préfère qu'on termine sur cette note-là. Merci beaucoup. La note sombre liée au président. Tout à fait. Et pourquoi pas, les téléspectateurs peuvent vraiment nous croire. Ces éléments-là qu'on n'a pas pu aborder, ça pourra se faire en matinée, en soirée, on ne sait jamais. Absolument. Bon, voilà, moi je suis là, je suis disponible.
Voilà, donc, comme on a pu... il faut que nos téléspectateurs soient câblés. Moi, je suis là, je suis disponible. Voilà. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Comme nous l'avons dit une autre fois, c'est que nous et la politique, c'est l'alliance pour le développement, si vous voulez. À dimanche prochain.